C'est la caméra qui te suit, hein. Tu mets pas en face de la caméra. Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Recruter les leaders de demain pour conduire le changement, stratégie de réussite. Alors, donc je suis accompagné de Régis et Antoine, membres du cabinet Ellie Partners. Donc, ils auront Bonjour. l'occasion de se présenter. Avant de commencer quoi que ce soit, on va vérifier que tout fonctionne. Pour ceux qui sont déjà présents, qui arrivent, qui se connectent. Donc, pour ceux qui sont là, vous avez une petite section de chat sur votre droite dans laquelle vous pouvez nous dire, voilà, si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien également. On va vous laisser écrire pour vérifier que tout fonctionne et que eh bien, la communication est bien établie entre nous. Donc, on a bonjour Christophe, bienvenue Christophe. Ok, tout fonctionne, merci. C'est parfait, merci Christophe. Peut-être avoir d'autres réponses. Bienvenue Christine. Daïf, je crois que c'est Nadia si je ne me trompe pas. Demoisy, Eric, Pexoto. Voilà, on a vos pseudos, hein. Valérie également, Sylvie. Christine, ouais, tout fonctionne pour moi aussi. Valérie, bonjour, super. Donc, je pense que vous nous entendez. C'est nickel. Donc, on a le petit chat hein, qui est notre moyen de communication. S'il y a quoi que ce soit. Alors, comme je vous l'ai dit, encore une fois, bienvenue à cette conférence. Donc, Régis et Antoine vont se présenter d'ici quelques minutes. Et donc, l'idée, avant de démarrer cette conférence, et c'est un exercice que l'on fait à chaque fois, c'est qu'on aurait aimé en savoir un petit peu plus sur la motivation qui vous amène ici pour que Régis et Antoine puissent bien, tout au long de la conférence répondre à vos problématiques, à vos enjeux. Et donc, on aurait aimé vous poser 3 questions, passer 5 minutes là-dessus avant de rentrer dans le vif du sujet. Et les 3 questions sont les suivantes. Si vous pouvez y répondre dans le chat, eh bien dans un même message, ça sera beaucoup mieux pour nous au niveau de la lecture. La première question, c'est dans quel business êtes-vous? Quel est votre métier, hein? Est-ce que vous êtes DRH? Est-ce que vous êtes directeur des opérations, directeur général, CEO de votre entreprise? Et ensuite, question numéro 2, votre obstacle numéro 1 pour recruter les leaders au sein de votre organisation. Là, l'idée, c'est de nous expliquer bien l'enjeu que vous rencontrez pour recruter les leaders, la problématique que vous avez, et ou sinon la question à laquelle vous souhaitez que l'on réponde. Et ensuite, troisième question, eh bien, votre échéance. Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui est une priorité immédiate sur laquelle il faut travailler immédiatement, ou est-ce que c'est plus pour la rentrée, le mois de septembre, ou également plus pour voilà, à moyen terme dans 6 mois? L'idée ici, c'est vraiment d'avoir un contexte général sur ce que vous faites et pourquoi vous êtes ici. Donc, on va passer un petit moment là-dessus. On va attendre quelques réponses. Et de cette manière, on va pouvoir comprendre chacun pourquoi vous êtes là et également eh bien, tout au long de la conférence que Régis et Antoine puissent répondre à vos enjeux. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, je vois qu'il y en a qui viennent de se connecter. On démarre par 3 questions. Dans quel business êtes-vous? Quelle est votre fonction? Votre obstacle numéro 1 en matière de recrutement des leaders? Et troisième question, quelle échéance? Est-ce que c'est une priorité immédiate ou c'est plutôt à moyen ou long terme? Donc, n'hésitez pas à répondre. Il doit y avoir un petit décalage entre ma parole et puis les réponses dans le chat. Et puis, vous pouvez être bref, hein. L'idée, ce n'est pas de faire un énorme résumé. On sait que là, c'est par chat. C'est notre seul moyen de communication, malheureusement. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit résumé de ce qui est important pour vous. Alors,
Daïf, donc Nadia, de ce que je comprends, vous êtes dans l'IT, OK. Alors Nadia, peut-être nous préciser un petit peu plus, ce que vous faites, dans l'IT, parce que c'est assez général. On va vous laisser répondre. Donc alors, ne soyez pas timide, on est là pour échanger et surtout pour que la conf soit pas un monologue. Hein, le but, c'est vraiment que ça soit interactif au maximum. Mais je pense qu'il y a quand même un décalage entre notre parole et les réponses dans le chat. Mm. Peut-être en attendant, Antoine et Régis vous présenter. Je pense qu'on pourra ça permettra d'avoir des réponses pendant ce temps-là. Ouais, ouais, vas-y. Moi, je suis du coup Antoine Jude. Je suis le dirigeant du cabinet Ellie Partner, que je présenterai un petit peu juste après. 47 ans et je dirige la practice aussi Change. Et dans cette practice Change, en fait, je travaille conjointement avec Régis et sur la partie mission, transition et recrutement, donc tu en diras peut-être un petit peu plus. Dans le changement, en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que toutes les entreprises sont aujourd'hui dans des transformations, dans des mutations, parce que les marchés bougent au fur et à mesure du temps et puis des perspectives. Et le changement, maintenant, il est devenu inévitable, tout le monde en a conscience, et en fait, on n'en a pas qu'un seul. Hein. On a de multiples changements en même temps, ce qui fait que beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes, en fait, sont saturées. On entend une stratégie par-ci, un changement par-là, et la difficulté qui est là, c'est d'avoir de la clarté sur ce qui est en train de se jouer, et notamment sur, dans ces changements, comment moi, à la fois, je trouve ma place, et comment aussi j'embarque des équipes sur ces changements quand je suis en position de leadership. Et la question à laquelle, du coup, on répond, nous, en tant que cabinet de conseil, c'est la capacité, du coup, à créer une vision qui, à la fois, crée un avenir pour l'ensemble des personnes, qui les embarque et qui leur donne envie de se mettre dedans. Et donc, on conduit notamment des workshops, des ateliers, des séminaires, du coaching, de la formation. Et on s'est aperçu aussi, il y a pas très longtemps, qu'en fait, il y avait besoin de soutenir les organisations dans le changement, c'est-à-dire d'avoir une personne extérieure qui vient et qui porte une partie du projet et par son éclairage, par son expérience, par le fait qu'elle vient d'un autre domaine aussi, amène les autres personnes à voir, à éclairer le changement d'une manière un peu différente. C'est l'objet de ce qu'on va discuter aussi en partie aujourd'hui. Voilà, et ce département, du coup, chez Ellie Partner, il existe depuis maintenant 2 ans, et c'est Régis qui le manage. Voilà, je te donne la main pour te présenter. Merci Antoine. Je m'appelle Régis Benazèche, je pilote le département recrutement, interim management et accompagnement au changement. Et comme l'a très justement dit Antoine, on est amené à travailler de plus en plus souvent car nos domaines interagissent l'un avec l'autre. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que pour accompagner le changement ou amener les entreprises à opérer un changement de façon sereine, eh bien aujourd'hui on est obligé de se doter des bons relais en interne qui vont permettre la transmission de cette vision qui souvent fait défaut et qui engendre des réticences au sein des équipes, ce qui empêche les uns et les autres de s'embarquer vers un nouveau monde, hein, vers une nouvelle vision. Et on s'aperçoit que pour cela, bien sûr, il y a des gens en interne qui peuvent jouer ce rôle, mais que parfois des gens de l'externe aussi sont écoutés différemment, viennent avec d'autres propos, une autre approche, une autre mentalité, et du coup, on a tendance à les écouter parfois peut-être plus facilement que d'autres en interne. Et donc, aujourd'hui, pour favoriser cet accompagnement vers le change et amener les équipes à s'embarquer tout naturellement, eh bien, on recherche des leaders qui vont intrinsèquement avoir
les qualités d'empathie, d'être tourné vers les autres, de penser au succès de l'équipe avant le leur, et d'être, je dirais, facilitateur le moment venu, pour permettre à ces équipes bien, de comprendre. Et donc, il va falloir parfois de l'empathie, de l'accompagnement, de l'explication. Et à partir du moment où on va le voir, où ces explications sont données, eh bien, les équipes s'embarquent généralement beaucoup plus facilement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans le sujet. Mais avant cela, Pablo, tu m'interromps si tu as besoin d'intervenir. Bah là, on a Christine qui nous a dit qu'elle était dans le conseil en transformation. Problématique, je suppose, c'est manager et difficulté à recruter des profils seniors. Donc ça, c'est intéressant, mais bon, pas d'échéance particulière. Donc c'est un sujet, je pense, que vous allez traiter. Oui, alors on traitera peut-être tout à l'heure avec d'autres questions. Ouais, exactement. Moi, c'est que l'on rentre tout de suite dans le corps Exactement. du webinaire. Alors, aujourd'hui, on a pris l'option bien, de rompre avec les webinaires précédents où on vous diffusait un certain nombre de slides qui étaient à la fois des supports pour nous, mais aussi des éléments tangibles sur nos propos et qui apparaissaient à l'écran. Et donc aujourd'hui, on a décidé de rompre avec tout ça et de vous présenter un webinaire sous la forme d'un stand-up, je dirais, où il n'y aura quasiment pas de slides et où on va porter nos propos sans slide, en direct, en live et au travers d'exemples que nous avons vécus auprès de clients et de réalisations que nous avons faites, qui sont aussi bien divers que variés et qui illustrent le fait que aujourd'hui, il faut accepter de changer d'attitude dans notre intérêt, à nous qui sommes conseils, consultants, mais aussi dans l'intérêt des clients. Et il faut les amener parfois à accepter des stratégies un petit peu contre-intuitives et aller au-delà de ce qu'ils expriment eux-mêmes lorsqu'ils viennent nous trouver. Donc, on va rentrer, comment dirais-je, le constat, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien et qu'aujourd'hui, il faut se réinventer en permanence vis-à-vis de nos clients pour leur apporter du conseil qu'ils n'ont jamais tenté auparavant et qui osent. Aujourd'hui, on n'ose pas suffisamment, on n'ose pas proposer, de peur d'être en dehors des standards, connus et reconnus, et on a peur de la prise de risque. Sauf que je rappellerai que seulement 100% de ceux qui ont gagné au loto se sont donné une chance de gagner, d'accord? Donc, à un moment donné, il faut savoir oser. Alors, il ne s'agit pas d'oser et proposer n'importe quoi. Et pour ça, il y a une approche, et c'est ça qu'on va décliner au travers de deux exemples. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre deux exemples, l'un qui se situe à droite, l'autre qui se situe à gauche. L'un, celui de droite, est un exemple d'ETI dans l'industrie pharmaceutique. Bien évidemment, on taira l'identité de ce client puisque nous sommes en train de travailler avec lui. Et l'idée, c'est de montrer en quoi, parfois, il ne faut pas avoir peur de mener des stratégies un peu contre-intuitives ou une démarche contre-intuitive et d'amener le client à cela. Alors, pour être un petit peu plus concret, il s'agit d'une industrie pharmaceutique qui est venue nous trouver et nous demander de l'aider à rechercher un candidat pour un poste d'acheteur. D'accord? Donc jusque-là, plutôt assez basique. Et je dirais que si on devait s'arrêter là, et c'est en cela qu'il ne faut jamais prendre pour acquis ce qui nous est donné et avoir ce côté un peu critique qui consiste à aller au-delà de ce qui nous est donné comme information, voilà, on serait amené à rechercher un acheteur, point barre, donc quelqu'un comment dirais-je, bien évidemment de diplômé, hein, mais quelqu'un qui a 4-5 ans d'expérience,
pour occuper un poste d'acheteur. Sauf que très rapidement, il faut aller au-delà du simple constat, parce que généralement les briefings organisés par les clients et le cabinet sont généralement très courts, parce que personne n'a jamais le temps à passer pour faire ces briefings. Or, c'est ce qui est capital et c'est la clé de tout le reste. Donc, en fait, plutôt que de forcer le client à, comment dirais-je, à vous faire un briefing plus développé qu'il n'a le temps, eh bien, ça va vous demander de votre part la nécessité d'aller faire des recherches à l'extérieur. Donc, si je m'étais contenté de ce qui m'était donné, je recherchais un poste d'acheteur et à fournir très très rapidement. Donc très rapidement, sauf à trouver quelqu'un qui est sur le marché disponible, ce qui est quand même pas toujours très rare dans la fonction recherchée et dans les caractéristiques demandées, eh bien ça suppose d'aller chercher un consultant. Et les consultants, généralement, sont des gens plutôt matures et des gens qui ne répondent pas forcément à ce genre de sollicitations sur des postes, je dirais, de première ou deuxième expérience. Donc, globalement, on se retrouve un petit peu dans une impasse et à un moment donné, au fur et à mesure de nos recherches, comme on arrive malgré tout à cibler assez correctement, comment dirais-je, nos recherches, eh bien forcément on tombe, ou à défaut de tomber, eh bien il faut essayer de rechercher des candidats qui, à un moment donné, ont travaillé pour le compte de cette institution, de manière à comprendre un petit peu, connaître un petit peu les rouages, le fonctionnement intérieur, les tenants et les aboutissants. Et c'est ainsi que, globalement, on s'est rendu compte que eh bien, le client qui avait procédé à des recrutements préliminaires avait dû subir des écueils, des erreurs de casting, et que bien souvent, ces erreurs de casting étaient liées à des problématiques d'onboarding qui n'avaient pas forcément été réalisées de façon très, très perfectionnée. Et que là, il y avait des zones d'amélioration et que parfois les candidats étaient un petit peu lâchés et que c'est quelque chose qu'il fallait travailler de toute façon. Et que par ailleurs, on se rend compte aussi que l'organisation a besoin également d'être améliorée, que voilà, bref, il y a beaucoup de choses qui sont work in process et pour lesquelles aujourd'hui, on est déjà au-delà de pourvoir un simple poste d'acheteur, mais de réfléchir à n'y a-t-il pas la nécessité d'aller au-delà, au-devant de certaines attentes du client, mais qui n'ont pas été exprimées parce qu'il voilà, il n'a pas fait l'effort de les exprimer ou de se rendre compte ou d'avouer qu'effectivement sa problématique est plus importante. Et c'est là où on se rend compte qu'il a des problèmes d'organisation qu'il va devoir mettre en place face à une fusion qui est projetée à très court terme. D'accord ? Et là, de nous dire, une fusion, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, c'est quelque chose pour lequel lui-même, le patron de ce département, va avoir besoin d'aide à titre personnel pour gérer cette fusion de A à Z, c'est-à-dire organiser son département de manière à assurer et à absorber la fusion en toute sérénité. Et donc, on passe et c'est là où on est dans la notion de stratégie un peu contre-intuitive, c'est que si on était resté campé au premier degré à ce que l'on voyait, eh bien on recrutait un responsable, un acheteur, alors que là, on s'aperçoit que le client finalement a besoin de beaucoup plus, d'un alter ego probablement, ou de quelqu'un qui est déjà à un niveau stratégie avec déclinaison des plans d'action en vue d'absorber cette fusion. Et donc, le parti est pris à ce moment-là de lui présenter un expert qui traite des achats, d'accord, et qui va être en mesure, à minima, de prendre en charge le poste qui est à pourvoir, sachant que, bien évidemment, cette personne est surcapée, d'accord. Néanmoins, ça a des avantages. C'est qu'elle prend le poste tout de suite, du jour au lendemain, en tant que consultant expert que l'on va placer. C'est un expert, donc il n'a pas besoin d'être onboardé, d'accord ? Ce qui
peut représenter une difficulté au sein de cette organisation qui sait que son onboarding a besoin d'être amélioré, d'accord? Là, pour répondre aux exigences, on met quelqu'un en place qui n'a pas besoin de onboarding, qui va assurer la mission d'acheteur en étant bien sûr un peu surcapé, mais c'est l'occasion pour lui de s'imprégner d'un environnement dans lequel 2 à 3 mois après, il va devoir cranter et intervenir en mode réflexion stratégique auprès directement du patron des achats. Donc, on a proposé, je dirais, aux clients d'aller au-delà de ce recrutement basique et d'envisager ce que sera demain la fusion et comment ils comptent s'y préparer. Aujourd'hui, en conclusion, on a mis en place un expert qui a à peu près 30 ans d'expérience dans la fonction achat, qui va prendre la première mission, la mission 1 d'acheteur pendant 2 à 3 mois, ce qui va nous permettre, pendant ce temps-là, nous, tranquillement, de faire le recrutement et la recherche du véritable acheteur qui va prendre cette fonction dans les 3 mois, d'accord? Lorsque on aura trouvé l'acheteur en recrutement, eh bien, la personne expert pourra lâcher le poste, assurera l'onboarding de la nouvelle et ensuite cranter sur une mission numéro 2 de stratégie et d'alter ego et de miroir vis-à-vis du patron des achats. Et à deux, ils vont pouvoir organiser la mission de fusion, d'organisation de cette fusion, etc., etc. Voilà. Donc, voilà typiquement ce que nous appelons une stratégie un peu contre-intuitive, c'est qu'effectivement, on est parti d'un simple constat de besoin d'acheteurs pour aller jusqu'à se projeter sur les besoins de l'entreprise à 6 mois et là, mettre quelqu'un en poste qui va répondre à la véritable demande, là où l'enjeu est finalement le plus important. Voilà. La stratégie contre-intuitive, enfin, moi, en fait, ce que j'ai entendu, j'étais avec toi quand on a fait tout ça, c'est que souvent, en fait, quand la demande arrive, quand quelqu'un porte un projet, il agit comme d'habitude. C'est-à-dire que, en fait, il avait l'habitude de recruter tel ou tel type de poste pour, on va dire, maintenir la partie opérationnelle. Il sait dans sa tête qu'il y a un changement qui est en train de se passer, qui est en train de venir, mais en fait, souvent, il ne fait pas le lien entre ce dont il a besoin actuellement et comment on peut le projeter comment il peut le projeter en fait dans le futur. Parce que y a une, enfin, moi je parle souvent de démence, c'est de faire encore et toujours la même chose en pensant que ça va aboutir à un résultat différent. Oui. C'est-à-dire que on se retrouve à avoir des demandes sur la conduite du changement, mais en tenant compte finalement de comment l'entreprise fonctionne, ses habitudes, et il faut arriver à se placer à l'intérieur. Alors qu'en fait, si on veut instiller un changement, il faut arriver à regarder aussi qu'est-ce qu'il faut changer concrètement dans les habitudes maintenant, aujourd'hui, pour produire un résultat différent dans le futur. Et ça paraît plein de bon sens, mais il y a plein de patrons, de leaders qui, dans les transformations, oublient finalement qu'eux-mêmes ont à changer une façon d'amener le changement dans leurs équipes pour fédérer et amener un résultat. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il faut forcer un petit peu la démonstration, parce que la première fois, lorsque j'ai proposé un consultant expert des achats pour remplir cette première mission d'acheteur, on m'a dit, mais pourquoi prendre quelqu'un de surcapé que je vais payer très cher pour une simple mission d'acheteur? Lui-même était dans le déni de ses futurs besoins parce qu'il ne s'était pas forcément projeté. Et à partir du moment où je lui dis, mais non, mais finalement, c'est la solution idéale, parce que c'est quelqu'un qui va te faire passer les 3 premiers mois, mais très à l'aise, et ensuite qui sera à disposition pour toi, pour réfléchir à la nouvelle stratégie à mettre en place. Et du coup, ça paraissait complètement limpide. Bon, c'était un pari, on a osé, et ça fonctionne. Voilà. Alors, il y a 2 exemples. Est-ce que tu veux parler du deuxième? Tout à fait. Alors, je vais vous parler du deuxième exemple. Le deuxième exemple, alors, c'est assez rigolo parce qu'on va s'apercevoir que ils sont presque un petit peu différents, enfin, à l'opposé l'un de l'autre. C'est que là, on a pris une personne
qui finalement, on va dire, est un couteau suisse, qui par son expérience est capable de prendre une mission, je dirais, un peu surcapée, enfin sous-capée pour lui, sous-dimensionnée, mais il a accepté, ok, pour jouer le jeu, et ensuite il va basculer sur une mission 2, où là il va exceller vraiment dans son niveau de compétence le plus fort, c'est-à-dire l'expertise, la stratégie, etc. Là, c'est pour deux objectifs. Dans ce qu'on va vous démontrer maintenant, dans l'exemple qu'on va prendre maintenant, on est sur l'inverse. Là, on est dans une ETI familiale qui est également dans l'industrie de la production de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, qui nous a sollicité pour l'aider à piloter et à mener une mission d'amélioration continue au sein de sa production. L'idée est d'optimiser la capacité de production en optimisant les process. D'accord ? Il nous demande d'identifier la cartographie des pertes, aussi bien au niveau des process humains que des process machines, et de définir une nouvelle stratégie d'amélioration continue avec une déclinaison en plan d'action qui permettra de faire des gains sur les machines, sur les hommes, sur les temps de changement, sur les protocoles, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même très, je dirais, technique, mais à la fois aussi assez cartésien, assez mathématique, assez arithmétique, parce que tous ces systèmes sont protocolés, sont référencés, enregistrés. Il y a des capteurs sur les machines qui permettent de connaître les niveaux de rendement, etc. etc. Et donc, on a ça d'un côté, et la contrainte, c'est la préservation absolue de la culture d'entreprise de l'établissement. C'est-à-dire l'un qui pourrait être en conflit de l'autre. C'est-à-dire qu'on nous demande d'intervenir globalement en indiquant que sur certains process, on fait bien, mais on pourrait faire beaucoup mieux, que parfois dans les process humains, ça pourrait être amélioré, mais en même temps, il faut faire tout ça, il faut arriver à passer cette information tout en préservant l'esprit familial et les valeurs primordiales de l'entreprise, que sont la loyauté, l'intégrité, la bienveillance, le respect, l'entraide et la considération et l'accompagnement des équipes. Et l'idée est d'arriver à opérer ce changement sans choc, ce qui n'était pas évident du tout. Parce qu'à un moment donné, quand on décide de mettre en place une nouvelle stratégie d'amélioration continue, ça veut dire aussi un changement chez tout le monde, chez les uns et chez les autres. Et certains peuvent le prendre bien en disant oui, bon, c'est une façon pour moi de m'améliorer. D'autres diront on va nous apprendre au bout de 20 ans à faire notre métier comme si on ne savait pas le faire. Donc voilà, c'est pas si simple que ça, et ceux qui font du change et qui nous écoutent le savent très bien. Sans le savoir, on était en compétition avec plusieurs gros cabinets de la place de Paris. Et bon, voilà, nous, on a mené notre réflexion et tout d'un coup, alors que la logique aurait voulu qu'on trouve à nouveau un couteau suisse, un candidat qui serait capable de faire de l'analyse de data, donc du data mining, et puis ensuite assurer le déploiement, eh bien, nous, on a pris le parti de dire, voilà, on est face à deux personnes qui sont normalement radicalement différentes et fonctionnellement différentes. L'une est cortiquée, mathématicien, ingénieur, etc. L'autre va être dans le déploiement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a cherché deux candidats. Et aujourd'hui, on est arrivé à proposer à notre client une mission 1 que l'on a appelée data mining, et là qui va être pris en main par un ingénieur data et qui va récupérer l'ensemble des informations qui sont dans le système informatique du client, qui va les analyser et mathématiquement qui va identifier qui va faire une cartographie
des pertes et un mapping au niveau des interventions possibles, va dresser un plan d'action à décliner, etc., et réaliser ensuite. Et ça, il va le faire pendant à peu près 3 mois. Et une fois que ce plan d'action et ce plan d'accompagnement et de déploiement est ficelé, eh bien, c'est un autre intervenant qui, lui, est beaucoup plus, je dirais, adapté aux missions de déploiement et d'accompagnement des équipes, de quelqu'un de très terrain qui va assurer le déploiement. Donc voilà, comme quoi on est sur 2 missions différentes. L'une où c'est une personne qui fait couteau suisse et qui va pouvoir mener 2 missions l'une après l'autre qui sont totalement différentes. Et ce deuxième exemple où là, ce n'est qu'une seule et même mission, où justement on a évité de dire ce n'est qu'un seul candidat qui va la remplir, mais par contre il faut 2 profils différents parce que 2 personnes qui sont cortiquées différemment et qui ont des modes de fonctionnement différents. Et c'est ce qu'on a choisi et c'est ce qui finalement a séduit le client parce que le client nous a dit vous ne vous êtes pas arrêté au premier constat d'identification des pertes et de mettre en place un plan d'optimisation de la production, mais vous vous êtes soucié de ce qui, pour nous, est le plus important, les ressources. Et vous avez fait en sorte que ce plan de déploiement soit assuré par quelqu'un qui a un mode de fonctionnement totalement différent et qui va avoir cette empathie et cet accompagnement auprès des équipes. Voilà. Ok. Bon, merci Régis. Est-ce que du coup, bon voilà, on a partagé deux façons de faire dans le recrutement des leaders demain pour conduire le changement. Voilà, on vous propose d'avoir maintenant une séance de questions-réponses à vos questions, à vos problématiques, au sujet que vous posez, les obstacles que vous pouvez rencontrer, soit dans le recrutement de leaders, soit dans la conduite de projets de changement. Voilà, donc c'était une bonne intro. Merci Régis. Du coup, voilà, il nous reste une dizaine de minutes globalement. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à partager où est-ce qu'ils en étaient. Voilà, on est. Et donc du coup, voilà, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez des questions particulières que vous voulez poser à Régis ou à moi-même sur le changement, sur vos problématiques, sur vos sujets? Ou des commentaires par rapport à ce que Régis a pu partager en fait dans ses interventions. Voilà, et on vous invite du coup à utiliser le chat en dessous pour pouvoir nous dire quelles sont vos réflexions, ce que ça vous amène en termes de réflexion. Okay. On ne voit pas si les gens tapent ou pas. Oui. Okay, bon, pour lancer la discussion, Régis et Antoine, pour vraiment être dans la pratique, parce que c'est quelque chose souvent où on ne sait pas trop par où démarrer. Si demain, on devait mettre des choses en place, quels seraient 3 conseils vraiment pratiques pour démarrer que vous donneriez si vous aviez un DRH ou un directeur des opérations ou un patron devant vous? Voilà, quelles seraient les 3 clés, ou s'il y en a plus bien ou moins, bien évidemment, mais que vous le diriez, bon voilà, il faut mettre ça, ça et ça en place pour y arriver et que ça soit le plus efficace possible. Je vais répondre, mais je vais inviter aussi Antoine à répondre de son côté. Une des premières clés, ça serait d'avoir un échange, et on appelle ça le brief, du début de mission, non seulement avec la personne directement concernée, souvent le DRH,
ou la personne responsable du change, mais également aussi d'avoir cet échange avec le sponsor Ouais. de la mission. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Précisément dans la notion de contre-intuitivité, souvent la personne impliquée au premier chef, donc l'opérationnel, va avoir tendance à vous dire, bon ben voilà, j'ai besoin d'un poste d'acheteur. Ouais. Parce qu'il a un trou dans la raquette et il faut répondre à ça parce que lui, il est attendu là-dessus. D'accord? Le patron, au-dessus, qui est responsable du change, va vous dire, j'ai peut-être pas forcément besoin d'un acheteur, mais j'ai besoin de quelqu'un qui tout de suite va pouvoir occuper un poste pour s'imprégner et demain m'aider à mener le change. Donc voilà, ne pas hésiter autant que faire se peut, autant que c'est possible, et bien de pouvoir discuter avec deux interlocuteurs de niveaux hiérarchiques différents parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. D'accord. La deuxième clé, c'est ne jamais se contenter de ce qu'on nous donne et d'être un petit peu critique, dans le sens curieux, rechercher des éléments d'information sur le net, se renseigner sur l'entreprise, ses enjeux, ses perspectives d'avenir, vers quoi elle se tourne, quels sont ses enjeux de demain, quels devront être les virages qu'elle va devoir amorcer, parce que c'est autant d'éléments qui pourront légitimer la stratégie de recrutement ou de placement que vous allez proposer. D'accord. Voilà. Et puis, est-ce qu'on en a un troisième, Antoine? Moi, je reviendrai aussi à un des points, c'est la perception du changement. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, on nous interroge pour résoudre un problème. Et on va vous interroger pour résoudre une problématique, qui vous soyez dans l'assemblée, patron, dirigeant, DRH, directeur. C'est que en fait, le point qu'on vous donne souvent, c'est résoudre un problème. Et on va vous donner un résultat à atteindre. Et le sujet, c'est qu'on part directement déjà sur un manque, en fait. Et donc, du coup, tout le changement, la perception du changement que peut en avoir à la fois la personne en commanditaire et également les personnes qui vivent le changement dans l'organisation, c'est que c'est un problème. Et donc, du coup, le changement, il est mal barré, que ce soit en fait en trouvant une ressource pour pouvoir conduire ce changement-là, ou démarrer une mission avec un diagnostic et puis derrière proposer des solutions d'amélioration. En fait, ce qui va rester, c'est le contexte dans lequel ça s'est inscrit. C'est un problème à résoudre. Donc, il y a plein d'endroits où on va dire, OK, bon, on est des problème solvers, donc en fait, on résout des problématiques et c'est logique de se retrouver face à différents sujets. Mais ce que ça montre, c'est qu'en fait, on a une difficulté et donc du coup, il y a de la pression qui vient et ça donne pas envie aux gens de s'inscrire à l'intérieur du changement. Donc en fait, qu'on trouve des ressources ou qu'on trouve des solutions, en fait, on va être confronté à des critiques, à des difficultés, à des gens qui vont pas avoir l'énergie et la motivation pour résoudre ce problème-là parce qu'en fait, elles n'ont pas forcément quelque chose à gagner à part résoudre un problème. Ce qui peut être utile, mais c'est pas génial. Donc le premier travail, en fait, c'est de travailler sur la perception. La perception du commanditaire ou la perception de la personne qui porte le projet pour l'aider à regarder dans ces éléments de langage ce qui fait qu'aujourd'hui, quand elle projette cette vision, ça n'embarque pas les gens, au contraire, ou alors ça les embarque, on va dire, ça les embarque dans des problématiques. Et non pas, ça ne les embarque pas dans quelque chose qui les fait grandir, où c'est un défi, où c'est un challenge sur lequel il y a déjà en fait des ressources en place et il y a besoin de les compléter pour arriver au résultat. Et c'est une opportunité à la fois pour les personnes de grandir et à la fois pour l'entreprise aussi de grandir et de se projeter dans un futur dans lequel les gens grandissent. Et donc, première chose à regarder, elle est là en fait, c'est la perception et d'agrandir la vision de votre commanditaire ou des gens que vous avez à gérer sur le projet pour les aider à regarder en quoi leur perception joue. En fait, elles sont responsables finalement de la perception du projet. Et tout ça, ça se situe dans le langage. D'où l'intérêt d'avoir des interviews en amont, d'où l'intérêt de faire des diagnostics en amont pour savoir aussi ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer.
Parce qu'à partir du moment où tout le monde devient clair sur OK, pourquoi finalement ce changement qu'on demande, il est perçu de cette manière-là, et on a une image globale, parce qu'en allant interroger plusieurs personnes, en général, on commence à avoir une image globale. Et quand tu regardes bien, en fait, dans les 2 missions que tu as menées, en fait, on a été interrogé beaucoup plus de monde que ça. Oui. Que ce soit des anciennes personnes de ces entreprises-là, ou que ce soit des gens en interne dans ces entreprises-là, pour les amener et nous amener à comprendre quel est le contexte dans lequel on va inclure un changement. Et on va être une force de proposition en termes de ressources. Et à ce moment-là, on peut les aider à regarder du coup ces nouvelles ressources comme quelque chose qui va engager le changement, en faisant en sorte finalement de les positionner à la fois au bon endroit et à la fois de les amener dans des méthodologies qui vont faire que le changement va s'opérer. Voilà moi ce que je pourrais rajouter. Et c'est finalement faire confiance uniquement dans le prisme de celui qui émet la demande et qui forcément est un prisme réducteur par rapport à l'ensemble des autres prismes qui peuvent aussi avoir une vision sur la problématique. C'est clair que Orléans est beaucoup plus loin pour celui qui habite les faubourgs d'Orléans, enfin est beaucoup plus près pour celui qui habite les faubourgs d'Orléans que celui qui habite Paris. D'accord? Donc, en fonction de là où on se place, la problématique peut revêtir différents visages, différents aspects, d'où la nécessité d'élargir la consultation et ne pas se contenter de ce que l'on reçoit du client. Et puis, je crois que l'un des éléments aussi clés, c'est que, encore une fois, quitte à se répéter, mais il faut oser. Il faut oser parce que, effectivement, on a 50 chances sur 100 de tomber à côté. Ceci dit, le simple fait de oser et proposer quelque chose fait la démonstration que vous vous êtes mis à la place de votre client, vous avez réfléchi comme lui réfléchirait et vous avez essayé d'imaginer des solutions. Donc, vous n'êtes plus un fournisseur de candidature, vous êtes véritablement son conseil, son alter ego, et vous réfléchissez ensemble et vous essayez de voir si ce que vous avez osé tient la route ou pas la route. Et bien souvent, je vous souhaite de tomber pile poil dans la bonne stratégie du premier coup, mais parfois, et souvent, ce n'est pas celle-là qui va l'emporter, mais quelque chose d'hybride entre ce que vous avez proposé et puis un élément de dernière minute qui vient rajouter à la réflexion parce qu'il avait oublié de vous en parler et il vous dit à ce moment-là, ah mais oui, ton truc, ça a du sens parce que j'ai oublié de te dire, mais d'ici 6 mois, il va se passer ça et ça et ça. Et là, pour le coup, ça prend encore plus forme. Voilà. Ouais. Et donc, il faut susciter l'envie en imaginant des constructions, des mécaniques qui peuvent être surprenantes, mais qui vont l'amener à réfléchir et à ouvrir un petit peu son champ de vision personnel parce que son prisme est forcément réducteur. Bref, le maître mot, c'est think out of the box. C'est ça ce qui est à retenir. Est-ce que ça résonne chez vous, les participants qui sont présents? Nadia, Demoisy, Fatima, Nathalie, vous voyez, dites-nous ce que vous en pensez. C'est important voilà, qu'on ait des feedbacks également là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Et pendant que vous répondiez, Régis et Antoine, je suis allé regarder également les problématiques qu'il y avait dans les inscriptions lors de la conf. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ressortait assez souvent. Et je pense que vous avez déjà commencé à y répondre, qui était souvent l'obstacle rencontré, c'est le comité de direction, c'est en tant que DRH, le patron également, ce type d'obstacle. Qu'est-ce que vous conseilleriez dans ces cas-là? Ce que j'entends, c'est en fait le patron ou le comité de direction, c'est souvent que ça a un angle de vue. Ouais. Le patron a des certitudes et le comité de direction, on va dire aussi, dans le sens où il faut qu'ils portent la responsabilité du projet et c'est eux qui s'engagent aussi sur les résultats à obtenir. Et tout le sujet, c'est quand ils ont établi des pistes de changement, c'est les aider du coup à changer de façon d'imaginer
en fait, le changement. Parce qu'il y a souvent quelque chose aussi qui arrive, c'est qu'à partir du moment où le comité de direction ou le patron a déjà trouvé une solution, c'est-à-dire un angle de vue pour résoudre le problème, c'est que c'est souvent pas le bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, si la solution vient des personnes qui créent et qui entretiennent ce problème, en fait, le problème serait déjà résolu. Donc, si le problème perdure, le changement à opérer ou choses comme ça, évidemment perdure ou ne se résout pas dans le temps, c'est qu'en fait, dans la réflexion, il manque quelque chose. Et donc, c'est là où le point de vue, on va dire, externe est important parce qu'en fait, il permet d'amener un éclairage que le comité de direction, que le patron ne voit pas et de lui faire entendre. Déjà parce qu'on vient de l'extérieur et donc du coup, on va dire que c'est une autre façon de communiquer qui fait qu'on n'a pas l'habitude, puis on n'est pas jugé parti, on n'est pas dans l'organisation. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de passif entre nous. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça apparaît comme sous un angle nouveau. Ça a peut-être été dit déjà de l'intérieur, mais en fait, quand c'est dit de l'extérieur, ça apparaît comme quelque chose de nouveau parce que aussi on va employer une autre façon de le faire, qui est une façon qui amène soit un engagement sur le résultat, soit un enrôlement où la vision est peut-être projetée et plus complète dans la résolution du problème. Ce n'est pas juste une idée. On aura été creusé beaucoup plus loin sur comment la mettre en place. Et à partir de ce moment-là, ça va commencer à faire migrer la vision du patron ou la vision du comité de direction en se disant, OK, à la fois, ça apparaît comme quelque chose de nouveau, à la fois, c'est une idée qui a été creusée et ça a été aussi expérimenté dans d'autres structures. Donc, du coup, on commence à y penser et à réfléchir aussi avec cet angle de vue-là et ça fait bouger quelque chose dans la tête du patron ou du comité de direction. À la fois sur la ressource et à la fois sur le projet. Puis ça doit être particulier à chaque entreprise, bien évidemment, à chaque patron, il y a un contexte, bien évidemment. D'ailleurs, pour ceux, parce que j'ai vu que c'était dans les inscriptions, pour ceux qui ont ce type de problématique, je pense que c'est intéressant d'échanger de vive voix pour aller plus loin dans la démarche. Là, on est en webinaire, on reste assez général, mais je pense qu'il y a un élément de contexte qui doit être primordial. Donc, pour ceux qui sont là et qui ont ce type de problématique, faut pas hésiter à échanger à en discuter avec Régis et Antoine. Vous avez le petit bouton pour prendre rendez-vous au-dessus là qui vous permet de sélectionner un créneau, que ce soit aujourd'hui ou pour plus tard bien évidemment, mais pour en discuter plus longuement et qui puisse avoir tout le contexte de la problématique que vous rencontrez. Oui, merci de rappeler effectivement cet élément qui est très important, Pablo. C'est que on comprend bien que voilà, tout ne peut pas être dit à l'occasion de ce webinaire, et c'est la raison pour laquelle on va revenir vers vous dans quelques jours en vous proposant, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité d'avoir un échange à bâton rompu sur certains enjeux que vous êtes prêts à évoquer en conversation téléphonique avec nous, de manière à pouvoir évoquer aussi des solutions possibles à ces problématiques. En tout cas, c'est quelque chose que l'on propose gracieusement, bien évidemment, aux participants de ce webinaire. Et on s'aperçoit que souvent, les DRH ou conseils ou consultants qui font cette démarche de nous appeler et nous exposer leurs problématiques, eh bien souvent, le simple fait d'évoquer ces problématiques constitue souvent des débuts de solutions parce qu'au moment où on les exprime, on se dit « Ah mais oui, mais je n'avais pas pensé effectivement, tiens, peut-être qu'on pourrait faire ci ou ça et ça ». Et le fait d'avoir cet échange entre personnes qui ont les mêmes niveaux de connaissances et d'expertise, eh bien ça offre une répartie qui est propice à la réflexion et c'est toujours utile justement d'avoir ce genre de possibilités après coup, après le webinaire. Voilà.
Donc, n'hésitez pas, on va vous envoyer un document, enfin un petit mail de relance pour vous remercier et vous donner la possibilité de reprendre contact avec nous directement au téléphone en one-to-one. Super, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les personnes encore présentes? On a Valérie qui nous a quittés, qui nous a laissé. Demoisy qui nous dit tout à fait d'accord avec l'idée think out of the box. Attention à la solution trop précoce. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient être traitées, qui n'ont pas été traitées? Sinon, vous pouvez nous dire que tout est clair. Hein, on vous pose la question, est-ce que tout est clair pour vous? N'hésitez pas à nous répondre. En complément peut-être d'une question qui a été évoquée tout à l'heure, c'est ne pas… Alors effectivement, on a vu chacun a un prisme. Et au sein de l'entreprise, le sponsor va avoir un prisme vis-à-vis de cette problématique, le DRH un autre prisme et l'opérationnel encore un autre. Donc, lorsqu'on en vient à proposer des solutions d'organisation ou de recrutement d'un CDI ou d'un expert en consultance, etc., eh bien, ne pas hésiter à proposer un projet à géométrie variable ou du moins avec différents niveaux d'accès et de lecture, de manière à être capable de répondre dans le même projet à la fois à une problématique du sponsor, mais également à une problématique du DRH et également à une problématique de l'opérationnel. Tout le monde doit trouver son compte dans l'adoption de la solution. Sinon, vous risquez d'avoir toujours un objecteur qui vous dira « Ah oui, c'est pas mal, mais et moi, dans l'affaire, comment je m'y retrouve ?» Et c'est là où ça complexifie bien évidemment la mise en place de propositions et de solutions, c'est que autant que faire se peut, il faut essayer de trouver un système, une organisation, une proposition qui réponde aux besoins de tous. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions, Antoine et Régis. Donc, je pense que je vais vous laisser conclure. Et puis, comme ça, tout sera bon. S'il y a d'autres questions, vous pouvez aller contacter, bien évidemment, soit prendre rendez-vous, les contacter sur LinkedIn. Je parle pour vous, Régis et Antoine, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les contacter sur LinkedIn, par exemple, pour si vous avez des questions suite au webinaire. Je vous laisse conclure, Régis et Antoine. On se regarde, du coup, on n'a pas fait une conclusion. Merci. Merci beaucoup d'avoir été présent pour ce webinaire, voilà, qu'on a mis sous une autre forme aujourd'hui. Écoutez, merci pour les échanges, merci pour votre écoute. Voilà, comme on l'a dit, on reste à votre disposition si vous voulez nous faire mûrir votre réflexion, avoir quelques conseils, un éclairage, en tout cas qu'on contribue à votre réflexion. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, on a un autre webinaire qui a lieu le 29 août à 13 h qui s'intitule « Plan de transformation, créer une culture d'amélioration continue ». Il sera fait cette fois-ci par Franck Bonhomme. C'est notre associé qui est patron de la practice conseil et audit opérationnel. Voilà, et qui vous partagera des tips, des façons de faire pour pouvoir faire en sorte, parce que l'amélioration continue, en fait, le sujet, c'est que c'est du change, mais en continu, normalement, et les problématiques, c'est que souvent, c'est pas vécu comme tel, et il y a des difficultés pour créer une culture qui fait qu'on change au quotidien pour améliorer de façon continue à la fois les processus, l'organisation. Et donc, Franck vous parlera de comment il s'y prend pour pouvoir faire ça dans de multiples activités. Voilà. Un grand merci encore. Bon appétit et à bientôt. Et bonnes vacances pour ceux qui du coup, partent en vacances bientôt, ou ceux qui y sont. Bonnes vacances à tous et merci de votre écoute. À très vite, Régis et Antoine, et merci aux participants. Bonnes vacances et à très vite pour la prochaine conf de LI Partners. Je termine l'événement, Antoine et Régis. Ouais. Ok. Merci. Merci Pablo. Merci Pablo.